aujourd'hui. Chaque particule contenue dans cette boîte représente un fossile. Ce sont des fossiles d'embryons, pas des animaux en eux-mêmes. Ils ont probablement quelque chose comme 580 millions d'années, soit 40 millions d'années de plus que les plus anciens animaux que nous connaissons grâce aux fossiles. Ce petit tas de sable représente donc la trace la plus ancienne de la présence des animaux sur Terre. La projection des fréquences plates est lancée. La macro tourne. Le niveau d'énergie du rayon est de 17,5. On a tout réglé. On peut commencer. On n'a plus qu'à appuyer sur marche pour lancer l'expérience. On peut voir sur l'écran une partie des données que nous avons obtenues par radio. Ce sont des séries de coups, un peu comme des tranches de saucisson découpées dans l'embryon. Maintenant que nous avons la reconstruction, nous pouvons étudier l'anatomie en détail et nous en servir pour savoir où placer ce fossile dans l'arbre de la vie. Voici un autre embryon bilatérien. On peut observer une ligne au milieu qui sépare la gauche de la droite. Ça reste un bilatérien, mais il diffère légèrement de ce que nous voyons dans les organismes actuels. C'est une espèce totalement nouvelle, mais sa place dans l'arbre de la vie est problématique. Elle montre des caractéristiques de développement d'un insecte, mais cet embryon est âgé de 540 millions d'années, soit plusieurs centaines de millions d'années avant l'apparition des insectes. Très sincèrement, nous n'avons pas la moindre idée de sa place dans l'arbre de la vie, sinon que c'est un ancêtre très primitif de la famille des bilatériens. Les espèces éteintes, c'est pas en millions qu'elles se comptent, mais en dizaines de milliards. Revenons plutôt chez les vivants. Il nous reste encore quelques cousins à découvrir. À moins 700 millions d'années, on atteint la limite de ce qu'on a l'habitude d'appeler le règne animal. Les systématiciens, eux, préfèrent parler de métazoaire. Je suis un métazoaire, comme l'éponge à crevettes, parce que je suis un organisme pluricellulaire mobile. C'est-à-dire que je suis composé de plusieurs cellules et que je bouge. Tout de suite après, voilà des cousins beaucoup moins agités qu'on a pris l'habitude de regrouper sous le terme de végétaux. Alors c'est vrai, ils ont fait des choix de vie, différents. Et pourtant, je suis un eucaryote comme eux, comme le romarin, comme le séquoia géant et comme le géranium. Bon, je reconnais qu'entre lui et moi, la ressemblance n'est pas frappante. Il faut dire que notre ancêtre commun vivait il y a 1 milliard d'années, mais avec un bon microscope, il y a quand même un air de famille. Là, à droite, c'est la cellule du géranium. À gauche, c'est moi. Enfin, des cellules de mon épiderme. Leurs formes sont différentes, mais leurs structures sont les mêmes, avec ce compartiment spécial où est enfermé l'ADN, le noyau. C'est cette invention, le noyau, qui est l'innovation partagée des eucaryotes. Elle est commune aux animaux, aux végétaux, mais aussi à tout un tas d'organismes qui ne sont ni l'un ni l'autre. Des cousins composés d'une cellule unique, les unicellulaires. Autrefois, tous les êtres vivants étaient rattachés soit au règne animal, soit au règne végétal. Et les unicellulaires n'échappaient pas à la règle. Les microalgues étaient végétales comme la betterave, les paramécies animales comme la girafe.
Aujourd'hui, on pense que les unicellulaires ne sont ni l'un ni l'autre. La branche des eucaryotes, c'est l'une des 3 branches maîtresses de l'arbre du vivant. Elle inclut les animaux, ici, les végétaux, là, et là-bas, une partie des unicellulaires, ceux qui ont un noyau. Ceux qui n'en ont pas, ils sont dans cette autre branche, celle des bactéries. Les scientifiques en ont identifié 10 000 espèces, mais il y en aurait plusieurs millions. On leur doit la coqueluche et le choléra, d'accord. Mais pas seulement. Sans bactéries, pas d'azote pour les plantes, ni de digestion chez les animaux, bref, pas de vie sur Terre. Et pas d'Homo sapiens. Alors, vous allez me dire, il reste une 3e branche. On ignorait son existence il y a encore 30 ans. Elle est peuplée d'unicellulaires qu'on appelle les archées. Il y a une centaine d'espèces connues, mais là encore, il en reste probablement des millions à découvrir. Et parmi elles, Pyrococcus abyssi. Cette petite chose ronde et insignifiante, pour qui le soufre est une friandise, et l'oxygène un poison mortel, c'est aussi un cousin. Un cousin assez éloigné, mais un cousin quand même. L'immense famille à laquelle nous appartenons tous les deux a pour une fois un nom simple. Je suis un être vivant comme Pyrococcus, parce que nous possédons tous les deux le même code génétique et des protéines identiques. Tous les êtres vivants, donc bactéries, archéocaryotes, font partie de la même famille. Ça veut dire très clairement, qui dit famille dit ancêtre. Clairement, tous les êtres vivants actuels descendent d'un ancêtre commun. Nous avons tous un même ancêtre. Nous sommes tous frères et sœurs. Alors, cet ancêtre, les scientifiques aujourd'hui lui ont donné un petit nom, ils l'appellent LUCA. LUCA, c'est un acronyme, ça vient de l'anglais Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants, à partir duquel ont divergé les 3 lignées archées, eucaryotes et bactéries. Ce qui est certain, c'est que LUCA ne devait pas être seul à son époque. Ce n'est pas la première cellule, ce n'était pas non plus un individu isolé. À cette époque, il devait y avoir beaucoup d'autres lignées qui existaient sur la planète. Simplement, elles n'ont